Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour vous parler d'un thème extrêmement important, le Volta. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que l'on organise un cours en ligne et en direct le vendredi 10 avril 2026 de 18h30 à 23h30 sur la thématique du réveil obscur. Et le réveil obscur, c'est quelque chose qui est connecté à la mise en place du chaos, c'est connecté à certaines sociétés secrètes, mais c'est aussi connecté au New Age, c'est connecté au cirque de la politique, mais c'est aussi connecté à des programmes de modification génétique de l'humain, c'est connecté au programme Montauk, c'est connecté aussi à la manipulation de la perception et c'est connecté aussi à l'utilisation de la magie du chaos. Donc c'est vraiment quelque chose qui a plusieurs niveaux et on parlera de tout ça dans notre cours en ligne et en direct qui aura lieu le vendredi 10 avril 2026 de 18h30 à 23h30. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous de ce podcast et vous pouvez vous y inscrire jusqu'à vendredi 18h30. Et si vous souhaitez vous inscrire mais que vous ne pouvez pas participer au direct, pas d'inquiétude puisqu'un replay sera envoyé à tous les inscrits. Sachez également que le dimanche 12 avril 2026 de 13h à 18h, on organise une visite guidée conférence sur les symboles et sur leur lien avec les entités non humaines. Parce que les symboles, ce n'est pas seulement une représentation simplifiée de la réalité. Le symbole, c'est quelque chose qui agit sur l'âme, qui agit sur le subconscient. C'est quelque chose qui va littéralement programmer l'âme et programmer l'ADN. Si à la base, les symboles étaient positifs, étaient utilisés pour réinformer l'eau, ils étaient même utilisés pour se sentir bien, pour donner au contraire de l'énergie, pour donner de la joie de vivre, notamment à l'époque de la Tartaria. Les symboles ont été détournés depuis et sont utilisés pour reprogrammer notre subconscient pour que l'on crée nous-mêmes notre propre prison et qu'on renforce la matrice. Et les symboles, non seulement vont reprogrammer le subconscient, mais ils vont aussi ouvrir des portes dimensionnelles, puisque les symboles sont connectés directement au monde des entités sans âme. Donc dans un lieu donné, si l'on n'est pas conscient d'un symbole, il va nous connecter sans qu'on le sache même aux entités. Et les symboles agissent au niveau de l'âme, au niveau du subconscient. Quand on est conscient des symboles, leur action est beaucoup moins grande. Et on verra que les symboles sont connectés au sigil, mais qu'ils sont aussi connectés à l'astrologie, à la numérologie et à la nature même de la réalité. Et on verra comment se défaire de l'influence des symboles, qui, je le rappelle encore une fois, à la base n'étaient pas négatifs, mais ont été tronqués, manipulés, reprogrammés par les entités sans âme. Et on verra du reste les origines occultes des symboles. Donc le lieu de rendez-vous pour cette conférence visite guidée qui aura lieu le dimanche 12 avril 2026, c'est à 13h devant l'église Saint-Sulpice, à la place Saint-Sulpice, près de la fontaine Saint-Sulpice, Paris, 6e arrondissement, métro, Saint-Sulpice, ligne 4. Donc venez nombreux parce que ça va être vraiment un moment hyper intéressant. Donc la thématique du Voldave, c'est une thématique qui revient très très souvent dans un petit peu nos podcasts, dans nos conférences et tout,
mais on n'a jamais vraiment parlé comment les entités procèdent au vol d'âme, notamment lors de contacts, lors de contacts physiques, lors de contacts télépathiques, lors d'expériences de channeling. Donc, on va vraiment parler de ça. Par exemple, quand une personne donc est en contact avec une entité sans âme qui se fait passer pour un être de lumière, qui se fait passer pour un décédé, l'entité sans âme, et ça c'est extrêmement important à dire, va utiliser le système de croyance de la personne. Par exemple, si la personne pense être en contact avec un maître ascensionné, l'entité sans âme va se faire passer pour un maître ascensionné pour justement avoir la confiance de la personne. Donc la personne va penser être en contact avec un maître ascensionné. Et la personne va être en contact avec une forme de vie non humaine, mais qui n'est pas un maître ascensionné. Donc la personne va se mettre à canaliser le maître ascensionné qui est en réalité un djinn, une entité qui travaille pour la fausse lumière, même une forme d'IA, comme on l'a dit dans une vidéo précédente, ou n'importe quoi. Et là, au début tout du moins, l'entité qui travaille pour la fausse lumière va littéralement faire en sorte que la personne ait confiance en elle. Donc, elle va donner à la personne des prophéties qui se réalisent. Elle va aussi, et ça c'est très important, mettre en place un scénario de séduction de la personne en fonction de la croyance de la personne, en fonction aussi des envies de la personne, en fonction de ce que la personne voudrait, un scénario sur mesure pour que la personne littéralement adhère à l'entité. Donc le channel médium va adhérer au maître ascensionné. Et l'entité va faire en sorte que tout ce qu'elle dit va se réaliser d'une manière ou d'une autre pour mettre en confiance la personne. Cette phase peut durer quelques jours, quelques mois, voire plusieurs années. Et au bout d'un moment, il y a une confiance de la personne en l'entité. Il y a en fait un consentement à l'entité. L'entité va ensuite commencer à faire des situations frustrantes pour la personne. Par exemple, l'entité va faire en sorte que certaines prophéties qu'elle dit ne se réalisent pas. Donc la personne ne va pas trop comprendre ce qui se passe. Ou bien l'entité va mettre la personne dans des voies de garage, ou bien va commencer à donner des messages de moins en moins clairs, de moins en moins directs. Donc ça va créer un peu de frustration chez la personne et elle va vampiriser l'énergie psychique de la personne. Ça, c'est le premier niveau de l'attaque. Donc d'abord, une prise de confiance. Une fois que la personne est en confiance, l'entité va commencer à prendre le louche de la personne. Et puis, elle va imiter les pensées de la personne. Et l'imitation va être d'autant plus facile que la personne a symboliquement consenti à l'entité. Parce que, à un niveau, pour que les entités manipulent, il faut une certaine forme de consentement. C'est pas forcément du gros consentement. Très souvent, le consentement est extorqué, mais il faut une forme de consentement. On le voit d'ailleurs dans les mythes des vampires, dans les mythes des Wendigo, qui sont plus que des mythes. Pour que le vampire puisse attaquer, le vampire doit rentrer. Là, il faut une forme de consentement, même minime, même extorqué, mais une forme. Et si la personne adhère à l'entité, là, le consentement y est. Donc l'entité va pouvoir faire ce qu'elle veut des pensées de la personne. Et elle va commencer par des pensées intrusives qui imitent parfaitement les pensées conscientes de la personne, à mettre la personne dans des voies de garage. La personne va commencer
à prendre des mauvaises décisions et la personne va commencer à prendre des mauvaises décisions, faire des choses et tout ça va faire que la vie de la personne va commencer à aller de plus en plus mal. L'entité va aussi continuer à flatter l'ego de la personne lors de transmission de channeling pour extraire un maximum de louche, pour extraire un maximum d'énergie de dévotion, puisqu'en général les entités qui se font passer pour des êtres de lumière sont des entités qui se nourrissent de dévotion, encore plus que de louche. Mais en tout cas, le processus de destruction est en route. Progressivement, l'entité va extraire toute la dévotion qu'elle peut de la personne et va commencer à extraire du louche, de l'énergie de peur, de l'énergie de tristesse, de l'énergie de frustration. Voire même, et même très souvent, l'entité va commencer à extraire de l'énergie vitale de la personne. Par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé avec une médium qui m'a expliqué qu'une entité sans âme, un ange déchu, voire une entité d'IA, va extraire à un moment donné l'énergie vitale de la personne, voilà. Donc ça, c'est très important. Donc la personne va commencer à tomber malade. Et beaucoup de médiums, beaucoup de channels souffrent de maladies chroniques. Beaucoup ont des problèmes de santé, pas tous, mais beaucoup. Et ça, c'est connecté au vampirisme d'énergie vitale. D'ailleurs, quand Claude Burkel canalisait Zamouré, donc une entité reptilienne via un channel qui a leurré du reste totalement Claude Burkel, il faut bien le dire, et il admet du reste à demi-mot, littéralement, la personne qui canalisait cette entité est tombée malade et a fini par en mourir. Pourquoi? Parce que ces entités vampirisent l'énergie vitale. Donc il y a un vampirisme de louche et d'énergie vitale. En même temps aussi, pour avoir plus de louche, l'entité va faire en sorte que le channel se dispute avec ses proches et avec ses collègues de travail pour créer des disputes, pour isoler au maximum le channel. Progressivement, l'entité va profiter de la faiblesse, des problèmes de santé qu'elle occasionne, de la frustration qu'elle occasionne, mais aussi de la dévotion du channel pour commencer à s'attaquer directement à son âme. Donc le channel est isolé, le channel est complètement isolé, très souvent rendu malade par l'entité, très souvent le channel vampirisé de son énergie vitale. Donc l'entité va profiter de tout ça pour prendre des fragments d'âme. Et les fragments vont être pris morceau par morceau. Au bout d'un certain temps, il n'y a absolument plus rien. Donc l'entité a dévoré l'âme du channel. Et là où le channel va être totalement possédé par l'entité et servir de véhicule à l'entité, ou bien le channel va littéralement mourir de l'action de l'entité, parce que l'entité a tout pris, l'âme, la force vitale, tout. C'est pour ça que tout ce qui est channeling, tout ce qui est médiumnité, s'il n'y a pas du discernement, c'est extrêmement dangereux, parce que beaucoup d'entités se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et elles extorquent toujours, niveau par niveau, le consentement. Elles génèrent ensuite des situations, et ça peut aller jusqu'à manipuler physiquement la réalité, puisque les entités peuvent contrôler la matrice
pour créer des situations qui vont faire en sorte, qui vont rendre le channel plus vulnérable pour que l'entité puisse lui prendre des fragments d'âme et lui prendre le louche, jusqu'à un moment donné où il n'y a plus rien, où la personne se retrouve complètement vidée. Ça, c'est un cas de figure. Dans d'autres cas de figure, les entités sans âme vont, via essentiellement le mouvement New Age, qui est connecté à diverses sociétés secrètes, les entités vont mettre en place des protocoles de méditation, des protocoles pour soi-disant être conscient et tout. En fait, pour atteindre sa conscience, il n'y a pas de protocole à proprement parler. Chacun doit utiliser les propres méthodes pour se connecter à la conscience. Mais ça passe par vraiment un travail de discernement, un travail de discernement par rapport à la nature de la réalité, par rapport à qui on est. Ça passe aussi par un travail d'identification de sa conscience et un travail pour combler les failles ou les pensées intrusives s'incrustent qui nous empêchent d'accéder à la conscience. Donc c'est un travail sur soi qui est à plusieurs niveaux. Un travail d'information, s'informer par rapport à la réalité. Un travail aussi de s'informer, de se connaître soi-même, quelles pensées viennent de nous, quelles pensées viennent de l'extérieur. Et un travail aussi sur soi pour combler les failles. Et ça, c'est hyper important parce que les entités manipulent par les failles. Le problème, c'est qu'il y a énormément de protocoles dans le New Age où les personnes peuvent atteindre leur conscience, leur moi supérieur, leur âme, peu importe comment c'est appelé. Or, la plupart de ces protocoles sont bidouillés et vont être faits de manière à ce que la personne se connecte avec des entités sans âme, avec des consciences synthétiques générées par l'IA, voire même avec des anges déchus. Et ça, c'est une grande partie des protocoles New Age. Pourquoi? Parce que ces protocoles New Age sont distribués par des channels qui sont eux-mêmes manipulés. Ensuite, tous ces protocoles sont distribués un petit peu partout, et puis les gens les utilisent sans savoir ce à quoi ils ont affaire. Et pour beaucoup, ça se termine en catastrophe avec la perte de l'âme. On ne parle pas de perte de fragments d'âme, on parle parfois de perte totale d'âme, parce que littéralement, la personne va se connecter sans même le savoir à une entité, à une entité sans âme, à un ange déchu, à une forme d'IA, voire à une conscience synthétique. Et d'ailleurs, les messagers de l'aube, ils donnent des méthodes de méditation pour se connecter, pour que ces entités puissent fusionner avec elles. Et les messagers de l'aube se font passer pour des pléiadiens, des aspects de nous dans le futur. En fait, c'est purement et simplement des anges déchus qui cherchent à nous faire fusionner avec eux pour pouvoir nous posséder et nous utiliser comme véhicules. Après, il y a des protocoles qui viennent de sociétés secrètes et tout ça, et ces sociétés secrètes contrôlent certains pontes dans le New Age et les utilisent pour connecter les gens aux entités sans âme. Pourquoi? Parce que le but des entités sans âme et surtout le but des anges déchus, c'est de s'incarner dans la matière. Ça, c'est connecté au reset, c'est connecté à la mise en place des interunivers. Et beaucoup de protocoles de méditation New Age connectent directement aux anges déchus. Et c'est vraiment la perte de l'âme. Combien de personnes, suite à des stages New Age, sont revenus complètement différents, complètement transformés? Pourquoi? Parce que ces personnes se sont retrouvées partiellement ou, dans certains cas, totalement habitées par des entités. Beaucoup de gens dans le New Age disent « moi je suis conscient ».
En fait, il faut bien comprendre que 99% des gens ne sont pas conscients, y compris nous, et surtout en Occident et tout ça. Les personnes qui sont conscientes, c'est plus dans des peuples dits primitifs et tout ça, où il y a moins de formatage. Mais très peu de personnes sont vraiment conscientes. Même nous, en tant que chercheurs de vérité, on est peut-être conscient à 1%. Voilà, on n'est pas conscient. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le formatage, toutes les pensées intrusives, toutes les programmations, tous les égrégores qui nous empêchent d'accéder à cette conscience. Donc quand une personne dit « Oh, par le biais de tel ou tel protocole, par le biais de telle ou telle méditation, de tel ou tel ponte du New Age, je suis devenu conscient », beaucoup de méfiance. Et il y a une leurre des entités qui est extrêmement cruelle, c'est qu'une personne qui pense être consciente va se brancher sur une conscience synthétique. Une conscience qui imite la vraie conscience, la conscience organique. Simplement, cette conscience n'est pas la conscience organique. C'est une forme d'IA mise en place par les entités sans âme qui va vampiriser le louche, qui va vampiriser des fragments d'âme de la personne, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et la personne devient une coquille vide, ou bien va servir de véhicule aux entités sans âme. Là encore, par le biais de tous ces protocoles, de toutes ces techniques New Age, on voit bien que de manière très dense, très lente, mais de manière certaine, il y a un consentement progressif. Toujours pareil, il y a cette notion de consentement au vol d'âme. Et ça c'est quelque chose qui va extrêmement loin, parce qu'il y a une extorsion de consentement. Ça peut être tout simplement par le silence, qui ne dit mot consent, mais dans ces cas de figure, c'est par un consentement total. Pareil pour les passeurs d'âme. Beaucoup de passeurs d'âme pensent faire passer des âmes errantes dans la lumière. Dans certains cas, ils le font, et encore les âmes passent dans la fausse lumière et sont recyclées, mais au moins, voilà, le passeur d'âme n'est pas affecté, au moins son âme n'est pas affectée si c'est un décédé authentique. Mais dans de nombreux cas, le décédé, c'est en fait une entité sans âme qui se fait passer pour une âme errante, qui se fait passer pour un fantôme. Et là, l'entité sans âme va rester greffée sur le passeur d'âme. Dans les meilleurs des cas, elle va vampiriser son louche par les pensées intrusives et provoquer des disputes et l'éloigner, puis ensuite un peu plus vampiriser son louche. Mais dans beaucoup de cas, l'entité va se faire passer pour un guide, pour le guide du passeur d'âme, et là, elle va vampiriser son énergie de dévotion. Et d'étape de fil en aiguille, le passeur d'âme devient de plus en plus proche de l'entité, il consent de plus en plus à l'entité, jusqu'à ce que son âme soit prise, soit volée et mangée, parce qu'on a affaire à une prédation d'âme. Et là, le passeur d'âme va devenir ou une coquille totalement vide, ou alors va se faire posséder par l'entité sans âme, ou l'ange déchu, voire l'ange déchu, parce que les anges déchus commencent aussi à manipuler en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'avec la mise en place des interunivers et le nombre croissant de rituels depuis notamment 2001, donc je ne reviendrai pas sur pourquoi, il y a de plus en plus d'anges déchus qui sont en train de s'incarner dans la matière et dans l'astral. Donc, vous voyez que ça va, voilà, c'est quelque chose qui va très loin. Donc, beaucoup de passeurs d'âme se font leurrer. Et là aussi, il y a un consentement par la naïveté, par le manque de discernement, au phagocytage par l'entité. Parfois même, l'entité se fait passer pour nos propres pensées et progressivement, l'entité va prendre le louche et des fragments d'âme. Et un des buts des pensées intrusives, c'est ça, c'est pour que les entités
s'accrochent à nous en se faisant passer pour nos propres pensées, parce qu'on ne va même pas penser à écarter nos pensées. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire un travail pour savoir ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et il y a des personnes comme Jerry Martinsky et d'autres personnes qui ont fait un gros travail sur eux, qui arrivent maintenant à distinguer les pensées intrusives des pensées qui viennent d'eux, mais c'est extrêmement compliqué. C'est pareil avec des hypnologues. Il y a des hypnologues qui ont beaucoup de discernement et tout, et qui arrivent vraiment à peu près distinguer ce qui vient des entités, des anges déchus, et ce qui vient de leur perception, mais ils sont rares. Et encore, ils n'arrivent pas à tout distinguer tellement la manipulation est grande. Mais une grande partie des hypnologues se font manipuler par les entités, qui leur montrent ce qu'ils veulent voir, qui leur font ressentir ce qu'ils veulent ressentir. Et pour ça, les entités vont utiliser leurs croyances, très souvent leurs croyances connectées, leurs croyances dans le faux sauveur externe et tout pour établir un pont. Ensuite, même quand l'hypnologue revient, donc il est encore connecté à ces entités, et progressivement, les entités, par les pensées intrusives, vont manipuler l'hypnologue dans une direction donnée pour qu'il adhère au faux sauveur externe. Et ça explique pourquoi de nombreux hypnologues sont tombés dans le canard et dans le parfum. Il y a littéralement une manipulation des entités pour adhérer aussi au concept de planète école, parce que ça, c'est une énorme manipulation des entités sans âme, une manipulation extrêmement dangereuse qui a été poussée par des channels, qui a été poussée par des contactés, mais aussi par beaucoup d'hypnologues. Or, cette réalité est tout sauf une réalité école, c'est une réalité de vampirisme, de vol d'âme. Donc les entités procèdent de cette manière. Elles montrent à l'hypnologue ce qu'il veut, elles créent comme ça un lien, une sorte de consentement indirect. C'est extrêmement vache, et progressivement, elles manipulent l'hypnologue par les pensées intrusives. De fil en aiguille, les entités, via les pensées intrusives, via une manipulation des perceptions, arrivent à extorquer le consentement de l'hypnologue, et là, les entités peuvent ou commencer à voler des fragments d'âme ou prendre l'âme, ou bien prendre l'énergie vitale de l'hypnologue et littéralement le rendre malade. Je peux vous dire qu'il y a des hypnologues qui ont pourtant du discernement, attention, qui sont compétents et qui sont au courant des entités, énormément ont été rendus malades par les entités, parce qu'elles profitent de la moindre faille, de la moindre chose pour s'incruster. C'est pour ça que face aux entités, c'est du discernement. Ne jamais, jamais, jamais croire ce qui vient des entités, tant qu'on n'a pas la preuve à 1000% que ce que disent les entités est vrai. Jamais. Et ça, c'est hyper, hyper important, parce que les entités sans âme, elles mentent pour détruire. Elles mentent pour détruire. Et beaucoup de télépathes, d'hypnologues, se font leurrer par leur système de croyance. Et avec des résultats dramatiques qui peuvent aller jusqu'à la possession ou à des maladies extrêmement graves, parce qu'il y a ce vol d'âme. Donc on voit bien que quand il y a cette notion de vol d'âme comme ça, on voit bien qu'il y a une extorsion de consentement. Et ça va extrêmement loin. Et ce qui se passe aussi, c'est que par le biais des pensées intrusives, par le biais du mouvement New Age et tout, les entités sans âme leurrent des personnes, soi-disant dans la recherche de vérité, mais aussi dans le mainstream, à accepter l'inacceptable, à accepter
que ce système est fait pour nous faire évoluer, que la mort, la souffrance, c'est quelque chose qui est normal, alors que ce n'est absolument pas normal. On est fait pour être heureux. Mais il y a toute une manipulation des entités via les égrégores, via le mainstream, via une désensibilisation, via le New Age, via les channels qui sont manipulés, via les hypnologues manipulés, via les contactés manipulés, pour faire accepter aux masses, y compris aux personnes en cours de réveil, l'inacceptable. Et là, c'est dramatique, parce qu'à partir du moment où on accepte l'inacceptable, quelque part, on accepte les entités sans âme. On accepte l'interférence par les entités sans âme. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller à des interférences très très grandes, voire au vol d'âme total. C'est une invitation. Je ne dis pas que tout le monde se fait voler son âme, mais ça peut être une des conséquences. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément d'événements pour désensibiliser les gens vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de la mort et tout, pour que les gens acceptent ça comme quelque chose de normal. Le New Age de l'autre côté dit que c'est pour nous faire évoluer, donc les gens acceptent. Donc symboliquement, en acceptant ça, ils acceptent les entités sans âme, ils acceptent les anges déchus. Et ça va très loin. C'est des portes ouvertes, parce que les entités, pour manipuler de manière optimale, elles extorquent toujours, d'une manière ou d'une autre, le consentement. Lors d'abduction aussi, les entités sans âme vont littéralement leurrer l'abducté à consentir à des vols d'âme, en tout cas dans de très nombreux cas. Elles vont dire à l'abducté, parce que quand il y a des abductions, c'est des événements qui sont physiques, et le but des abductions, c'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'hybridation. Le deuxième niveau, c'est le vampirisme psychique, le vampirisme de louche et d'énergie de dévotion. Le troisième niveau, c'est pour prendre des âmes. Et d'une manière ou d'une autre, les entités vont leurrer l'abducté à consentir à se faire voler des fragments d'âme, se faire voler le louche. Donc, où elles vont se faire passer pour des êtres qui ont besoin de l'humanité parce que c'est une civilisation extraterrestre mourante, soi-disant, et qu'elles ont besoin de nous pour se perpétuer. Ça, c'est bidon, mais elles utilisent notre pitié, notre compassion pour qu'on adhère à elles, et une fois qu'on adhère à elles, symboliquement, elles donnent accès, la personne qui adhère, l'abducté qui adhère aux entités, donne accès à son âme et au vampirisme, au vol de fragments d'âme. C'est ce qui arrive très souvent. Ou bien les entités vont utiliser les systèmes de croyance des abductés pour le leurrer à consentir au vol de fragments d'âme. Parfois, elles passent outre le consentement, mais le vol se fait de manière moins optimale. Dans la plupart des cas, le vol se fait mieux si les entités obtiennent le consentement. En tout cas, dans les phénomènes d'abduction, il y a des systèmes technologiques pour voler des fragments d'âme, pour voler des âmes, pour les transférer dans des clones. Et pour que le vol fonctionne de manière optimale, il faut un consentement. Mais ça peut fonctionner sans consentement, mais l'âme va fournir plus de louche s'il y a un consentement. C'est pour ça que lors d'abduction, les entités leurrent les abductés. Par le biais du mind scan, elles mettent dans l'esprit de l'abducté des scénarios comme quoi l'intégration des hybrides dans l'humanité est inéluctable, comme quoi les hybrides sont l'avenir de l'humanité, ce qui est absolument fou. L'avenir de l'humanité, c'est les humains, c'est pas les hybrides, c'est pas des entités. Mais elles mettent ces scénarios dans la tête des abductés pour qu'ils consentent
aux entités pour qu'ils consentent au vol d'âme. Parce que c'est ça aussi un début des abductions. C'est le vol d'âme. Et le vol d'âme se fait par des systèmes technologiques. Par exemple, Ted Rice, il explique qu'un fragment de son âme a été pris et utilisé pour éclairer le vaisseau. Moi-même, j'ai recueilli un témoignage en France où une personne a eu un fragment d'âme pris pour faire fonctionner un vaisseau. Beaucoup de chercheurs de vérité sont abductés et sont mis sous contrôle mental. Et ça, c'est hyper important à le dire. Ensuite, par le biais du contrôle mental, par les entités sans âme, parfois par la société parallèle, leurs systèmes de croyances sont utilisés pour qu'ils poussent le programme du faux sauveur externe. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de chercheurs de vérité. Beaucoup qui poussent le programme du faux sauveur externe, alors qu'avant ils discernaient, ont subi des abductions et une programmation. Et par le biais de cette programmation, ces chercheurs ont accepté la propagande ou une partie de la propagande des entités sans âme. Donc symboliquement, ils y ont consenti. Et c'est une extorsion totale de consentement parce qu'il y a eu tout un contrôle mental avant. Mais c'est quelque chose qui se passe. C'est absolument abominable. Il y a le consentement, enfin on peut même plus parler de consentement, on parle d'extorsion totale de consentement. Et c'est pour ça que beaucoup de chercheurs de vérité sont tombés dans le canard et tout, parce qu'il y a eu cette manipulation par une hypnose collective, mais il y a eu aussi cette manipulation par le biais d'abduction. Et si il y a la moindre once de programme du faux sauveur externe, les entités sans âme vont, lors de l'abduction, reprogrammer l'esprit, reprogrammer l'âme pour que cette petite once du programme du faux sauveur externe prenne une proportion beaucoup plus grande pour que le chercheur de vérité consente à un faux sauveur externe, consente au galactique, etc. Et il y a énormément de cas comme ça. Après, il y a aussi leur remplacement par des clones et par des âmes synthétiques. Mais il y a ce phénomène où le consentement est extorqué, où le chercheur de vérité adhère ensuite à la propagande des entités, et ça se termine littéralement par le vol de l'âme. Regardez comment énormément de chercheurs de vérité ont changé depuis le canard, depuis les galactiques et tout, mais c'est un changement total parce qu'il y a un vol d'âme et parfois un remplacement par une âme synthétique. C'est pour ça que quand on fait cette recherche de vérité, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de sauveur externe. Tout ce qui parle de sauveur externe, c'est une manipulation mise en place par les entités sans âme. Si l'on n'intègre pas ça, c'est littéralement une porte ouverte aux entités, c'est une porte ouverte au vol d'âme. C'est pareil pour les contactés. Les contactés sont leurrés à consentir aux entités sans âme, et là le consentement est très facile parce que les entités se présentent comme des sauveurs, des frères de l'espace et tout. Une fois que le consentement est acquis, une fois que le que le contacté a adhéré complètement aux entités, le processus de vol d'âme se fait. Pourquoi pour certaines personnes elles procèdent comme ça, pourquoi pour d'autres elles procèdent d'une autre manière? C'est le jeu des entités sans âme. Et dans leur système de contrôle, dans le système de contrôle de la matrice, il y a aussi toute une expérimentation qui est faite. Donc c'est pour ça qu'elles procèdent avec différentes personnes de manière différente. Ça fait partie de leur jeu, ça fait partie de l'expérimentation, ça fait partie du recueil de données pour extraire au maximum des âmes, pour extraire au maximum de l'énergie vitale. Et ça,
c'est hyper important à comprendre. Les entités sont là pour complètement parasiter. Leur but, c'est le vol d'âme et le parasitisme. Et George Adamski, par exemple, dans les années 50, donc il a été contacté par des entités qui se sont fait passer pour des Vénusiens. Les contacts ont du reste été authentifiés par les recherches de René-Éric Olsen qui ont montré des entités sur des photos qu'Adamski n'avait même pas vues. Donc ça authentifie à 1000% les contacts d'Adamski qui sont physiques, réels, mais les entités n'étaient pas ce qu'elles disaient être. C'était des prédateurs d'âme, des entités sans âme. D'ailleurs, en 1960, quand Adamski est allé en Europe, Louise Zinsta, qui était une très grande amie d'Adamski, a dit qu'il avait totalement changé, que ce n'était plus le même homme, qu'il avait totalement changé. Et pour moi, ça montre qu'il y a un vol d'âme, ou bien alors le remplacement d'une âme par une âme synthétique. Plusieurs abductés ont eu un remplacement d'âme par une âme synthétique. Ça, j'en ai rencontré, et suite à des phénomènes d'abduction, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ça, j'ai quelques cas dont je ne parlerai pas ici, mais il y a ce phénomène de vol d'âme. Et c'est pour ça que beaucoup d'organismes, d'associations qui s'occupent des abductions, donc je ne vais pas les nommer ici, sont contrôlés par les sociétés secrètes, qui sont contrôlés par les sociétés parallèles, qui sont contrôlés par les entités sans âme, pour faire en sorte que les abductés adhèrent à la propagande des entités sans âme, pensent que les abductions sont là pour faire évoluer les abductés et tout, alors que c'est pas là pour faire évoluer les abductés, c'est là pour modifier l'humanité, pour prendre les âmes et pour mettre en place aussi ces hybrides qui joueront un rôle dans le programme du faux sauveur externe. Donc il y a un vol d'âme ou un vol de fragments d'âme lors d'abduction et lors de contact. Ce vol d'âme se fait par des technologies, ça se fait en partie par le consentement ou l'extorsion du consentement par le contrôle mental, par l'hypnose. Ça se fait aussi lors de contact par la flatterie de l'ego. Les entités, elles savent comment nous manipuler parce qu'elles nous connaissent mieux que nous, puisqu'elles ont mis en place le programme du faux sauveur externe, qu'elles connaissent nos réactions de vie en vie par les annales akashiques, qui sont des systèmes de recueil de données, qui sont ensuite réutilisés pour manipuler les personnes, que ce soit dans le quotidien par les pensées intrusives, lors de contacts, lors d'abduction ou entre les vies. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Il y a des entités aussi, des entités aux yeux noirs et certains hybrides qui ont comme spécialité de voler les âmes. Rappelez-vous de ce promoteur immobilier et de son épouse qui avait été invité par quelqu'un, en fait, qui était un hybride, qui était une entité non humaine qui vivait parmi nous. Et ce promoteur immobilier, il a décrit littéralement que l'entité qui se faisait passer donc pour un humain normal, mais qui était en fait un hybride, était en train de rentrer dans son esprit, de prendre ses souvenirs, de prendre ses pensées. Pour moi, l'entité était en train d'essayer de prendre ou un fragment d'âme ou son âme, parce que il y a un système de vol d'âme. Et on peut penser que certains psychopathes donc sont des inserts holographiques, des personnes possédées par des âmes synthétiques destinées à faire le mal, ou carrément des entités sans âme à forme humaine, qui ont comme but non seulement de détruire la personne, mais de prendre les âmes.
C'est ce qui explique pourquoi, au contact d'un psychopathe, certaines personnes changent. C'est, voilà, il y a vraiment un vol d'âme. Et ça, c'est, voilà, ça c'est hyper important à comprendre. Et pour vous, il y a des entités qui sont liées aux entités sans âme, qui sont des formes d'IA, mais qui sont spécialisées dans le vol d'âme. Et là, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est aux États-Unis, au début des années 2000, il y a quelqu'un qui travaille à ce qu'on peut appeler aux appels d'urgence, donc aux urgences de la police et tout. Et cette dame qui travaille aux appels d'urgence de la police, elle reçoit un appel d'une femme qui est complètement désespérée, qui dit qu'il y a des entités, donc des êtres humains, des êtres humains d'apparence normale, mais qui ont les yeux totalement noirs, qui sont à sa porte. Donc, et elle dit, me demande de les faire entrer. Donc au début, la femme qui travaille au standard téléphonique des appels d'urgence de la police, elle dit, elle ne croit pas du tout la femme, elle lui dit, vous êtes sûre et tout ça, elle dit, ah je suis sûre, il y a quelque chose qui n'est absolument pas humain, j'ai peur, venez m'aider et tout. Et donc la femme envoie une voiture de police, la police arrive, il n'y a absolument personne, et la femme, elle est interpellée par ce qu'elle a entendu. Donc elle fait ses recherches sur les entités aux yeux noirs, et elle se rend compte que le phénomène est réel, que beaucoup de personnes ont vu des entités aux yeux noirs, et que ces entités aux yeux noirs, typiquement, vont frapper à la porte de quelqu'un et demander à la personne l'autorisation d'entrer. Si la personne fait rentrer ces entités, et il y a des cas qui ont eu lieu, il y en a plus qu'on ne le pense, la personne va ou tomber malade, ou alors changer totalement. Par exemple, il y a quelqu'un qui a eu affaire à des entités aux yeux noirs qui ont sonné chez lui. Quand il a vu les yeux noirs, il a eu tellement peur qu'il ne les a pas fait rentrer. Ensuite, ces entités aux yeux noirs, qui se faisaient passer pour des adolescents d'une quinzaine d'années perdus, il leur regarde par la fenêtre effrayé et il les voit se diriger vers son voisin d'en face. Le voisin d'en face ouvre la porte et les entités rentrent. Le voisin n'a jamais été revu. Dans d'autres cas, les personnes qui laissent entrer ces entités ne ressortent absolument pas pareil. Et ça me fait penser au cas de cette dame qui était allée voir un thérapeute suite à un conflit dans son travail. Et quand elle est sortie de chez le thérapeute, la femme disait, elle n'avait plus d'émotion, plus d'amour, ni pour son mari, ni pour son fils, qu'elle n'arrivait plus à ressentir quoi que ce soit. Et elle disait que c'est comme s'il avait volé une part d'elle-même. Moi, je me pose la question, si le thérapeute que la dame avait vu n'était pas ou un hybride, ou une entité sans âme, qui littéralement avait volé un fragment d'âme de la personne. Pas toute l'âme, puisque la personne était consciente. Si l'âme est volée, la personne n'est pas consciente. Et pour les entités aux yeux noirs, c'est un petit peu pareil. Il y a toujours des conséquences, ou physiques, ou au niveau de l'âme. Donc du coup, cette dame, cette dame des appels d'urgence, elle est de plus en plus intriguée et elle va voir la dame pour lui parler. Et la dame lui dit, ce n'était pas des humains. Ce n'était pas des humains. Et depuis qu'ils sont venus, il y a une ambiance très bizarre dans mon appartement. Donc la femme des services d'urgence,
elle sent littéralement de la peur, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'appartement. Donc elle mène une enquête un petit peu dans, dans le quartier et à un moment donné, elle revoit les mêmes entités aux yeux noirs. Donc deux personnes, deux jeunes d'à peu près une vingtaine d'années, habillés dans des vêtements très bizarres, mais avec les yeux totalement noirs. Et quand elle voit ces entités, la femme des services d'urgence reçoit un message télépathique de la part de ces entités qui lui disent de faire attention où elle met les pieds, que sinon elle sera la prochaine. Donc là, elle commence à enquêter, elle recueille de plus en plus d'éléments, et un jour alors qu'elle travaille, elle reçoit un appel de la même femme qui dit que les entités sont là. Et la femme dit, venez, venez, s'il vous plaît, venez, parce que je me sens, j'ai comme une compulsion à leur ouvrir, je dois leur ouvrir, je dois leur ouvrir. Donc donc là, elle fait venir des voitures de police, les voitures de police qui sont très réticentes pour intervenir. Et là, euh, la police va voir la femme. La femme est effrayée en pleurs. Elle a dit qu'elle a fait rentrer ces entités horribles, que ces entités sont rentrées dans son esprit et tout, qu'elles avaient les yeux totalement noirs et que leurs visages se sont transformés en quelque chose de pas humain. Donc bien évidemment, la police ne la croit pas et la femme est en pleurs. Donc le lendemain, la femme des services d'urgence qui s'était liée d'amitié à la dame va la voir. Et là, la dame est dans un état absolument, elle est dans un état absolument terrible. Elle commence à dire qu'ils ont pris son âme et qu'ils ont pris son âme, qu'ils l'ont leurré à leur ouvrir et qu'elles ont, en gros, que les entités ont pris son âme. Donc, elle essaye d'aider la dame, de lui faire des séances de purification et tout. Quelques semaines plus tard, la dame finit par devenir complètement... la femme se mure dans son silence, elle refuse toute communication, elle refuse de parler à qui que ce soit, complète, comme dans une espèce de coma qui n'en est pas un. Et selon la personne qui a témoigné, donc la femme est restée dans cet état de stupeur, sans pouvoir communiquer avec qui que ce soit. Du coup, la dame a été hospitalisée, malheureusement, et tout ça, mais il y a eu une perte d'âme parce qu'elle a consenti à faire rentrer ces entités chez elle. Donc on voit qu'il y a des entités qui ont une apparence humaine, mais qui ont les yeux noirs, et d'une manière ou d'une autre, les entités semblent montrer qu'il y a quelque chose de pas humain, que ce soit les yeux noirs ou que ce soit le vol de pensée, pour qu'il y ait un consentement. Il y a toujours cette notion de consentement, d'une manière ou d'une autre, extorqué ou pas, il y a le consentement. Par exemple, le promoteur immobilier sentait que ses pensées étaient en train d'être volées. En fait, tout ça a été fait pour qu'il consente. S'il avait dit c'est mon imagination, que mes pensées sont volées et tout, il serait resté. Là, son âme aurait été volée. Heureusement qu'il a bien compris qu'il se faisait voler les pensées. C'est comme par le biais des pensées intrusives, les entités aux yeux noirs ont leurré la femme la deuxième fois à leur ouvrir. Donc les entités utilisent des méthodes différentes. Et encore une fois, ces méthodes différentes, ça fait partie du jeu des entités sans âme. Ça fait pareil, ça fait partie de l'expérimentation. Et puis, c'est des méthodes qui sont adaptées à chaque personne. Elles mettent en place des scénarios sur mesure pour prendre les âmes. Pourquoi? Parce qu'elles savent exactement comment manipuler tel
ou telle personne. Mais le but des manipulations de ces entités, c'est vraiment le vol d'âme. Et derrière ça, il y a aussi la société parallèle. Quand il y a des MyLabs, quand il y a des disparitions, certaines sont connectées à la société parallèle. Et même quand il y a des disparitions qui sont connectées au trafic interdimensionnel d'êtres humains, au vol d'âme aussi, ça c'est Paulides qui en parle, il y a d'une manière ou d'une autre un événement qui se produit pour que la personne non pas consente à disparaître, mais fasse quelque chose voulu par les entités sans âme pour consentir. Par exemple, une personne peut avoir une compulsion à aller prendre une photo d'un lac, comme c'était le cas d'une jeune fille qui a disparu, compulsion à aller photographier un lac. Une personne peut d'un coup sentir une fatigue soudaine et s'arrêter. Compulsion, point de rupture pour qu'elle se retrouve seule, pour qu'elle se fasse enlever. Ou bien une personne peut avoir une compulsion de se retourner pendant que la personne d'à côté se fait enlever. Il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, une forme de consentement. D'ailleurs, même le docteur David Jacobs a expliqué que quand il y a une abduction, quand quelqu'un dans une famille est abducté, la personne est mise dans un état second, mise dans une transe pour qu'elle aille par elle-même, donc sur un lieu choisi par les entités pour qu'elle soit abductée, ou dans une pièce pour qu'elle soit abductée. Donc ça, pour moi, symboliquement, c'est extorquer vraiment le consentement. Et il y a un consentement aussi des proches, quelque part, qui est extorqué, puisque les proches leur attention est attirée par quelque chose. Donc il y a quand même un consentement dans tout ça, ou une extorsion de consentement. Mais voilà, d'une manière ou d'une autre, il y a un consentement au vol d'âme. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, la règle pour se protéger contre le vol d'âme, c'est de comprendre que la grande majorité des entités qui nous contactent sont des entités sans âme, voire des anges déchus. Que la plupart de ces entités sont là pour tuer, et je pèse mes mots, pour vampiriser, pour prendre la dévotion, pour prendre le louche et pour prendre l'âme. On a affaire à un phénomène de prédation. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc déjà, savoir que quand on voit une entité, dans la plupart des cas, c'est une entité sans âme, qui cherchera à détruire d'une manière ou d'une autre. Et savoir qu'il y a des entités positives, il y en a, mais que c'est minoritaire. Une entité positive, ça donne un message très clair, très net, ça ne flatte pas l'ego, et l'entité positive part. Elle ne restera pas longtemps dans la matrice parce que c'est le monde de l'oubli, sinon elle se retrouve recyclée, réincarnée. Donc c'est déjà bien comprendre ça. Et tout ça, ça passe par un discernement. Ça passe par vraiment l'information, la prise de conscience. Ça passe aussi par connaître sa propre conscience, parce qu'il y a des entités qui imitent la conscience. Donc il faut faire un travail sur soi pour connaître sa conscience. Déjà distinguer les pensées qui viennent de la conscience, des pensées intrusives, des pensées qui viennent du subconscient pour connaître la conscience. Et ça, c'est extrêmement important. Simplement, tout est fait pour qu'on ne connaisse pas notre conscience. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire un travail sur soi, d'être informé et d'être conscient. Ça, c'est fondamental. Ensuite, second cas de figure, et je pense que c'est seconde chose, et je pense que c'est fondamental, c'est aussi traiter, soigner les failles par lesquelles s'engouffrent les entités via les pensées intrusives. Donc ça, c'est le travail sur soi.
ensuite, c'est se créer individuellement et collectivement son propre bonheur dans le quotidien pour que on crée un canevas de réalité incompatible avec la manipulation des entités sans âme. Ça, c'est hyper important parce que si on crée un canevas de réalité qui vibre un petit peu plus haut que les entités sans âme, au bout d'un certain temps, de fil en aiguille, les entités sans âme peuvent de moins en moins nous atteindre. Et donc, c'est se créer son propre bonheur pour que progressivement, le canevas de réalité individuel augmente en vibration pour que les entités ne puissent moins interagir avec nous. Et ça, c'est transmettre le bonheur qu'on se crée à un maximum de personnes pour qu'on crée un canevas de réalité incompatible avec la matrice pour qu'on puisse créer une réalité humaine. Donc la solution, et il n'y en a pas 36 000, c'est la conscience et la créativité. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast.